Quelles sont les stratégies de financement durable de la lutte contre le changement climatique en Afrique? Alors que le continent africain fait face à certains des impacts climatiques des plus sévères, les solutions de financement durable deviennent cruciales pour atténuer les effets et promouvoir une résilience à long terme. Nous parlerons ce soir des différentes sources de financement disponibles, des initiatives innovantes, des structures qui jouent un rôle moteur dans la transition écologique en Afrique. Nous parlerons également du 10e sommet des groupes de réflexion africains, organisé par l'ACBF, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Et ça fait l'actualité. Ève Boué nous propose son élément de reportage et juste après, nous recevons notre invité ressource. Le continent africain contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre. Il est malheureusement celui qui est le plus confronté à la menace existentielle du changement climatique. La vulnérabilité de l'Afrique est accentuée par des ressources financières et des capacités techniques limitées, d'où l'urgente nécessité d'un financement durable de la lutte contre le changement climatique. Le changement climatique est un des axes prioritaires du plan stratégique 2023-2027 de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, agence spécialisée de l'Union africaine. Pour adresser la question épineuse du financement durable du changement climatique en Afrique et pour bien préparer la COP29, qui se tiendra en novembre prochain à Bakou, en Azerbaïdjan, l'ACBF organise 2 réunions de haut niveau. Le 10e sommet des groupes de réflexion africains et la 33e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs. Ces assises se tiennent à Abidjan du 8 au 11 octobre 2024. Thème fédérateur, stratégie pertinente de financement durable de la lutte contre le changement climatique en Afrique. Quels sont les objectifs principaux de ces rencontres? Qui sont les participants? Quels résultats attendus? De retour en studio, nous recevons notre invité ressource, M. Mamadou Biteye. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Vous êtes le secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, l'ACBF. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est que l'ACBF? Dites-nous un peu plus. Alors, l'ACBF est une institution panafricaine qui appartient à 40 États africains et quelques institutions, dont l'Union africaine, la Banque africaine de développement, le PNUD et la Banque mondiale. Elle a été créée en 1991 pour subvenir aux besoins de renforcement de capacité des États africains, particulièrement en matière de planification économique, mais surtout de prospective économique pour informer les plans de développement à long terme, mais également les programmes de développement. Voilà. D'accord. Alors, cet élément de reportage, il y a des événements de haut niveau ces jours-ci en Côte d'Ivoire. Oui, en effet. Vous savez, la mission de l'ACBF consiste à vraiment développer les capacités humaines et institutionnelles, mais également le savoir dont l'Afrique a besoin pour se développer de manière durable et par elle-même. Alors, cette mission, elle est intemporelle, mais de temps en temps, elle s'évalue dans un contexte particulier pour dire, mais qu'est-ce que cette mission veut dire dans un contexte donné. Et c'est pour cela la nouvelle stratégie de l'ACBF se focalise sur les défis pressants dont nos États font face, notamment l'un d'entre eux, c'est le climat et l'adaptation, la transition écologique. Donc l'événement phare annuel de l'ACBF, qui est le sommet des institutions de prospective économique ou groupe de réflexion, dont l'ACBF a créé une bonne trentaine dans beaucoup de pays africains, se réunit chaque année pour réfléchir sur un défi particulier, pour apporter des réponses aux questions que les décideurs politiques, les leaders du secteur privé, de la société civile auxquels elles font face. Donc cette année, c'est la 10e édition qui a pour thème les financements innovants pour le climat, parce que c'est une question urgente pour l'Afrique et le monde. C'est une question urgente pour l'Afrique et le monde. Vous l'avez dit, quel est le contexte qui prévaut?
Bon, vous savez, nous ressentons de plus en plus les effets des changements climatiques et des variabilités climatiques qui affectent tous les secteurs de la vie économique et sociale. On peut parler, par exemple, l'Afrique de l'agriculture, qui occupe la plupart de nos populations et qui compte toujours une proportion importante du produit national. Et aujourd'hui, nous avons des cycles de sécheresse ou des cycles de plus de pluie, d'abondance de pluie, qui font qui posent un défi à la souveraineté, à la production et à la souveraineté alimentaire. Donc, nos producteurs agricoles ont besoin de s'adapter, notamment en termes de semences adaptées, cycle court, cycle long, etc. Donc, voir aussi les méthodes de fertilisation qui peuvent être beaucoup plus naturelles, beaucoup plus durables, etc. Bon, on a aussi le défi dans les villes, parce que de plus en plus, la population mondiale vit dans les villes. Et là aussi, la question de la planification urbaine est un autre défi. Donc, on fait face à des inondations un peu partout. Et très souvent, ce qui a un coût économique extrêmement important, mais aussi un coût sanitaire extrêmement important. Donc, les défis, l'érosion côtière, etc. Il y a plusieurs manifestations des effets des changements climatiques auxquels, justement, nos pays doivent... Et l'Afrique est proportionnellement plus exposée que l'Europe, par exemple, l'Océanie, ou bien c'est vraiment en fonction du contexte, en fonction de certains leviers qu'on dit que l'Afrique est plus exposée, par exemple? Bon, je ne crois pas que l'Afrique soit plus exposée, mais l'Afrique ressent plus les effets de ces changements climatiques par rapport aux moyens limités pour financer les mesures d'adaptation, les mesures de construction de la résilience, des infrastructures dont on a besoin, également pour juguler ces effets. Et cela est un problème parce que ça affecte des millions de personnes. Et l'Afrique est le continent qui pollue le moins. Donc, ces pays industrialisés qui sont beaucoup plus responsables du réchauffement climatique, des émissions, sont aujourd'hui mieux préparés à faire face à ça. C'est paradoxal aussi. Oui, c'est paradoxal. C'est pour cela que l'établissement du Fonds des pertes et dommages est une réponse importante qui permet justement aux pays responsables ou plus responsables de ces émissions puissent mettre des ressources pour financer les efforts, compenser justement ces pertes, ces dommages subis justement par les pays et les populations les plus vulnérables. Mais on a encore un peu de temps pour voir ça être effectif. D'accord. Alors, un financement durable pour la transition écologique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, vous savez, aujourd'hui, les acteurs africains en particulier peinent à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour financer la transition écologique. Particulièrement les États africains. C'est vrai que les ressources actuellement disponibles sont très limitées, mais même celles disponibles, l'Afrique n'y accède pas assez, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, il y a la faiblesse des capacités de préparation des projets bancables, mais également il y a une moindre connaissance des mécanismes innovants, donc qui ne sont pas traditionnels, tels que par exemple les crédits carbone, qui est un marché extrêmement important de plusieurs milliards et dont l'Afrique a un potentiel énorme, mais très peu
de technicité, de compréhension, d'appréhension aussi de ces marchés, de ces technologies. Bon, les PPP, les partenariats privés, publics-privés, philanthropiques sont connus, on en voit certains, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est tout à fait embrassé par beaucoup d'États. Bon, il y a aussi les financements mixtes, le blending, le blending finance ou blended finance, qui aussi est en train de prendre de l'ampleur, mais également toujours insuffisant. Donc, bref, il y a plusieurs types de mécanismes innovants qui ne sont pas suffisamment utilisés sur le continent, tout simplement parce que les compétences techniques ne sont pas toujours au rendez-vous, mais au-delà des compétences techniques, c'est aussi la conscience même de l'existence de ces mécanismes. Mais est-ce que sur le continent africain, il y a des pays où il y a des structures ou des innovations qui vraiment valent la peine et puis qui apportent quelque chose de conséquent à la lutte contre tout ce dérèglement climatique? Est-ce que ça existe? Tout à fait. Le continent, bon, on peut citer plusieurs institutions qui font des efforts dans ce domaine. Par exemple, la Banque africaine de développement a déjà lancé quelques bonds vertes, green bonds, pour lever des fonds destinés au financement de projets écologiques. D'autres institutions également le font. On voit de plus en plus les fintech également s'adapter à cela. Donc, il y a de l'activité sur le continent, mais encore très insuffisant. D'accord. Alors, je suis un peu... je pensais que les financements étaient en cours, parce que là, quand on vous écoute parler, on a vraiment le sentiment qu'il y a énormément à faire pour pouvoir, peut-être pas résorber, mais pour pouvoir maîtriser cela. Et le continent africain, il est... malheureusement, il n'est pas à même de pouvoir affronter tout ce qui viendra comme conséquence. Bon, c'est un grand défi, hein. Ce n'est pas seulement pour l'Afrique, mais aussi d'autres régions du monde. Mais pour ce qui nous concerne ici, on pense que quand même l'Afrique peut faire mieux. Et les capacités sont extrêmement importantes pour d'abord lever ces fonds, mais ce n'est pas seulement de les lever, c'est aussi la capacité à les absorber, c'est-à-dire à les utiliser. Donc, on voit souvent plusieurs exemples où des ressources sont allouées, mais elles ne sont pas toutes tirées et utilisées par rapport à des problèmes de planification, d'exécution dans les délais, etc. Et tout ça appelle à une diversité de compétences, d'abord pour lever les ressources, mais également avoir les plans et les projets prêts et la technicité qu'il faut pour pouvoir les exécuter dans les délais aussi. Donc, ceci est extrêmement important. C'est pour cela le sommet des think tanks sur ce point-là vise justement à amener sur une même plateforme ces institutions de prospective et de réflexion avec les décideurs politiques, avec les leaders du secteur privé, de la société civile, pour justement pallier à cette, on va dire, cette faiblesse de compréhension et de maîtrise de ces outils, donc améliorer ce niveau et donc pouvoir augmenter l'influx de ressources sur le continent par rapport à cela. Mais aussi, un autre aspect extrêmement important, ce n'est pas seulement les grands projets, les grands financements, mais c'est également comment le secteur bancaire secondaire, qui sert les petites et moyennes entreprises, aussi peuvent davantage embrasser l'économie verte. Ça aussi, ça demande beaucoup d'informations, beaucoup d'éducation pour une meilleure compréhension de cette économie qui se développe, ses opportunités et comment cela fonctionne et comment est-ce qu'elle aussi doit venir pour ce financement au niveau des PME et des PMI. Parce que quand même, le secteur privé en Afrique
est essentiellement composé de petites et moyennes entreprises. Donc c'est là où aussi on doit mettre l'accent. Alors, quels sont les pays africains qui pourraient servir de modèle, qui en ont pleinement conscience et puis qui font des efforts et puis c'est absolument visible? Bon, écoutez, moi je pense qu'on pourrait parler de plusieurs pays qui font beaucoup d'efforts, un peu surtout par rapport à la planification urbaine ou développer une agriculture beaucoup plus écologique, etc. Il y a beaucoup d'approches et d'initiatives sur le continent, mais elles restent encore assez limitées. Voilà, donc par rapport surtout à des contraintes de financement, etc. Donc je pense que justement ce sommet pourra apporter un peu plus d'éclairage sur cela, transférer les bonnes pratiques pour permettre une éclosion et une croissance beaucoup plus rapide et conséquente justement de l'exploitation de cette opportunité écologique. D'accord. Donc vous venez de nous expliquer là donc l'objectif donc du 10e sommet du groupe de réflexion africain organisé donc par la Fondation. Mais quel va être le thème cette année? Bon, le thème cette année, c'est apporter des preuves ou des bonnes pratiques qui sous-tendent les financements durables. Alors, chaque année, ce thème change. L'année dernière, le thème du sommet, c'était sur le commerce intra-africain, parce que c'était l'année de l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf. Donc, cette année, c'est sur cela, sur la réponse, la transition écologique, mais surtout comprendre et maîtriser et accéder aux mécanismes innovants de financement. C'est ça le thème. Voilà. D'accord. Alors, à ce stade de nos échanges, ce qu'on aimerait savoir, c'est 10e sommet. Donc, les 9 autres sommets, quelles ont été les avancées qu'on peut synthétiser? Voilà. Et puis, quels sont les défis qui justifient aujourd'hui peut-être le thème ou les perspectives? Voilà. Vous savez, c'est vrai, c'est le 10e anniversaire. D'ailleurs, que nous co-organisons avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, de la République de Côte d'Ivoire, qui a eu vraiment l'amabilité de nous accueillir et d'accueillir ce sommet pour la 2e fois en 10 ans. Donc, dans la vie de la CBF, comme je le disais au départ, une des missions importantes, c'est de développer et soutenir la génération de connaissances et la dissémination de ces connaissances pour informer les stratégies de développement économique et social. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour cela la CBF avait soutenu la création de ces groupes de réflexion, autrement appelés institutions de prospective économique, liées souvent au ministère en charge de l'économie et du plan, pour pouvoir générer les informations et les produits de recherche qui peuvent informer ces plans et politiques économiques. Ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le CAPEC, qui fait partie d'un des premiers think tanks créés par la CBF. Alors, il ne s'agit pas tout simplement d'avoir cette capacité au niveau national, parce que quand même, nous avons une diversité de pays sur le continent, et on a ces think tanks qui ont été créés un peu partout. Au total... Think thanks, donc penser et remercier. Sens? Non, c'est think, réflexion, thank, c'est un groupe. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu comme vous dites, groupe de réflexion ou institution de prospective, etc. Donc c'est ces institutions-là. Et donc il était important de créer une plateforme qui regroupe toutes ces institutions-là pour permettre la co-stratégie, développement de stratégies consensuelles, mais également l'échange d'expériences, la
coordination de leurs activités pour éviter le double emploi. Si une recherche particulière a été faite dans un pays, pourquoi refaire la même chose dans un autre pays? Quels sont les éléments qui peuvent être transférés, etc. Mais aussi, comment est-ce qu'en tant que groupe de plus de 60 institutions, elles peuvent se rencontrer avec les décideurs politiques, avec les leaders du secteur privé, pour faire en sorte que leur recherche, leur travail soit basé sur la demande. Et donc, pas faire la recherche d'abord et trouver des preneurs. Mais c'est vraiment de répondre à des questions concrètes dont ces leaders, auxquels ces leaders font face. Donc, le sommet permet cette collaboration, donc à un groupe de réfléchir à cela. Mais également, il permet aussi cette collaboration entre institutions pour aussi mener des recherches communes sur des problématiques qui touchent peut-être plusieurs pays à la fois. Donc, c'est vraiment une plateforme qui permet tout cela et qui fait que, en fait, toutes les innovations qui sortent de les recherches sont connues à travers le continent. Et donc, plusieurs exemples qu'on peut prendre, c'est aussi, par exemple, les stratégies de croissance accélérée sont sorties, par exemple, dans des think tanks au Sénégal, qui a été d'abord mise en œuvre là-bas, ensuite reprise dans plusieurs pays de la région. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Les acteurs du secteur clé que vous réunissez ici? Bon, alors, lors de ces sommets, nous avons d'abord les leaders et les praticiens, les chercheurs de ces institutions de réflexion, comme on les appelle. Nous avons les représentants des gouvernements, donc les décideurs politiques, donc notamment les ministères des Finances et leurs représentants. Les ministères en charge de l'économie et du plan sont là souvent, par rapport au thème également. Les ministères sectoriels et les techniciens sectoriels sont représentés. Bon, nous avons également les institutions régionales et continentales qui sont représentées parce que les thématiques sont souvent aussi pertinentes pour les stratégies de développement communes qu'elles ont déjà. Et aussi la société civile est représentée parce qu'elle porte aussi un plaidoyer sur certaines questions. Donc, certaines ONG qui travaillent sur les questions du climat sont représentées, mais également le secteur privé aussi est représenté. Les PME, les PMI, mais également de grandes institutions. Les institutions de financement également sont représentées. C'est vraiment donc une plateforme multi-acteurs, multisectorielle, mais par rapport à une thématique donnée. Voilà. Alors, rencontre de très haut niveau, quelles sont les dates? Et puis, si vous deviez vous adresser, quel serait votre message? Et puis, est-ce que ce sera ouvert au grand public? Oui, c'est ouvert au grand public. Le sommet se tiendra au Novotel, ici à Abidjan, et s'ouvrira déjà le 8 avec ce que l'on appelle les sessions préalables. Donc, plusieurs organisations organisent des sessions en prélude au sommet, donc la veille, où elles discutent de différentes questions. Donc, assez intéressante sur le climat ou d'autres thématiques. Et donc, le sommet en soi s'ouvre le 9 le matin et donc se déroulera pendant 2 jours, les 9 et 10. Et enfin, donc, le 11, la CBF, à l'occasion de la 33e réunion des gouverneurs, du Conseil des gouverneurs de la CBF, va procéder au lancement de l'Académie Oubora. Alors, l'Académie Oubora est... On va devoir conclure avec? Oui, c'est une nouvelle création, initiative de l'ACBF qui constitue un véhicule
pour le renforcement des capacités du secteur public. C'est une académie hybride, donc virtuelle et en partenariat avec des institutions de formation et qui s'adresse au secteur public, aux professionnels du secteur public, mais également des autres secteurs, mais qui va se focaliser surtout sur les capacités de leadership et ce qu'on appelle les compétences soft, donc qui sont nécessaires pour accompagner les compétences techniques. Très bien. Ouais. C'est votre mot de fin en quelques secondes? Oui, je voudrais tout simplement appeler la population, les acteurs du pays hôte, d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, de bien vouloir nous rejoindre. Mais aussi, je voudrais demander au public en général de suivre, parce que ce sera aussi en ligne. Ceux qui ne pourront pas se déplacer pourront se connecter et suivre les débats, mais surtout aussi les masterclass. Parce que les masterclass vont être extrêmement éducatifs par rapport aux aspects de l'accès au financement durable, par rapport à l'économie verte. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle, nous étions avec M. Mamadou Biteye, qui est donc le secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, la CPF. Merci de nous avoir, Je vous en prie. Madame, Monsieur, infiniment merci de nous avoir suivis et bonsoir.